Bonjour à tous et à toutes. Merci d'assister à cette présentation Flackiness quand tester c'est vraiment douter. On va commencer rapidement parce qu'on n'a que 20 minutes. Je m'appelle Maxime Clément, ça fait 3 ans maintenant que je bosse chez Docker, dans une équipe un peu particulière parce que vous connaissez probablement Docker, vous utilisez probablement Docker, en tout cas je l'espère. Mais moi, mes utilisateurs, c'est pas vous, c'est les gens chez Docker qui font Docker. Donc je fais partie d'une équipe un peu plateforme, on fait tout l'outillage pour développer Docker en interne. Et donc, dans le cadre du développement de Docker Desktop, c'est le produit auquel est associée mon équipe, on a des problèmes liés à la flackiness, au flaky test, et c'est tout le sujet de cette présentation. Donc, on va faire un petit peu de définition, juste pour aligner tout le monde. Je suis sûr que si je demande qui n'a jamais entendu parler de flackiness, il y a très peu de mains qui se lèvent. Voilà. Alors, on va quand même le faire, parce qu'à mon avis, on n'est pas tous au même niveau. Alors, qu'est-ce que la flackiness? Qu'est-ce que être flaky? Alors, si vous excuserez l'accent, si on prend un dictionnaire anglais, c'est the lack of reliability, the tendency to behave or perform independently, not reliable in performance or behavior. Voilà, ça c'est pour dire ce que ça veut dire en anglais. Si on cherche des adjectifs français qui voudraient dire ça, on retrouverait des mots du style instable, capricieux, imprévisible. Alors c'est bien beau ces adjectifs, mais on parle de test. Donc un flaky test, ça voudrait dire un test instable, un test capricieux, un test imprévisible. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est pas très naturel. Un flaky test, ça voudrait dire un test qui échoue parfois, au sens où vous pouvez lancer 100 fois votre test, vous allez peut-être avoir 95 succès et 5 échecs, alors que vous n'avez pas touché le code. C'est juste un test qui, des fois, il échoue, des fois, il est succès, c'est un peu... Et ça, c'est une notion qui est vraiment pas naturelle. On a tous appris qu'à input égal à output égal, si vous faites une fonction de test unitaire d'une fonction qui fait une addition, vous pouvez le lancer, à mon avis, 3 milliards de fois, sauf irruption solaire, il n'y aura vraiment pas de différence dans le résultat du test. Non, ce qui est intéressant, c'est dès qu'on va commencer à plus trop contrôler les inputs, au sens dès qu'on va plus faire des unit tests, dès qu'on va monter un peu plus en intégration. Alors ça, c'est la super pyramide qu'il y a sur le blog de Martin Fowler. Si vous ne connaissez pas cet article, il faut le lire. Il y a plein d'aspects liés à la vitesse et tout, c'est pas du tout le sujet de cette présentation. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que les flaky tests, ils vont apparaître dès que vous montez plus haut en intégration, parce que vous allez moins contrôler l'environnement. Quand vous faites des unit tests, vous contrôlez tout, vous faites même des mocks, etc. Donc vous êtes sûr que d'un run à l'autre, c'est exactement les mêmes paramètres. Quand vous faites votre fonction qui teste une addition, vous êtes sûr qu'à chaque run, c'est exactement les mêmes paramètres qui sont donnés. Par contre, dès que vous allez monter en intégration, alors lui, tout en haut, il appelle ça des UI tests. Nous, chez Docker, on appelle ça des end-to-end tests, parce qu'en fait, on n'a pas forcément l'interface graphique. Mais pour vous donner une idée de ce que c'est, nous, les end-to-end tests chez nous, on va prendre une machine, on va télécharger Docker Desktop, on va l'installer, on va le lancer, on va ouvrir un terminal, on va balancer des commandes Docker et on va regarder le résultat. Ça, c'est un test end-to-end chez nous de très haut niveau. On ne moque absolument rien, on ne tourne pas en staging, on tourne en prod live. Le but, c'est d'être le plus proche de votre environnement. Et donc là, quand on fait ce genre de test, le nombre d'inputs, il est implicitement énorme, parce qu'en fait, on va télécharger quelque chose depuis un serveur distant, on va écrire sur le disque, on va faire des syscalls à l'OS. Quand on va lancer des commandes Docker, on va aussi faire des appels à hub. Tout ça, ça devient des paramètres implicites de notre test qu'on ne contrôle plus vraiment. Et donc, si on lance notre test 10 000 fois, des fois, on ne va pas réussir à écrire sur le disque. Des fois, hub sera down pendant 4 secondes et c'est le moment où on a lancé le test. Des fois, voilà. Toutes ces possibilités font que des fois, on va avoir des flaky tests parce qu'on est tout en haut de cette pyramide. Plus vous êtes en haut de cette pyramide, plus vous avez de chances de rencontrer de la flackiness. Évidemment, si vous avez de la flackiness alors que vous faites des unit tests, c'est probablement que vous ne faites pas des unit tests. C'est qu'à mon avis, il vous manque des mocks, vous ne contrôlez pas assez l'environnement. Donc voilà, on a fait un petit peu de définition pour comprendre ce que c'était des flaky tests. On a un peu vu où est-ce qu'ils arrivaient, c'est-à-dire dès que vous êtes tout en haut de cette pyramide. Pour faire plus simple dans cette présentation, maintenant, dès que je vais parler de tests, implicitement, je parle de gros tests end-to-end de très haut niveau. Je ne parle pas du tout des unit tests. Cette présentation, ce n'est pas du tout pour la flackiness dans les unit tests. Ça ne doit pas exister, ou en tout cas, vous avez toutes les armes pour les gérer vous-même. Bon, maintenant qu'on connaît ça, c'est quoi les problèmes liés au flaky test et à la flackiness? Comme j'expliquais, je fais partie d'une équipe plateforme, mes utilisateurs sont les autres devs en interne, donc c'est très pratique parce qu'on peut les interviewer assez souvent, on les a sous la main, et on peut regarder quels sont les gaps fonctionnels dans les outils, où est-ce qu'ils perdent du temps, on peut essayer d'améliorer un peu leur vie. Et le problème qui nous remonte directement, c'est dans le cadre du développement de Docker Desktop, le schéma est très classique, on fait du dev en local, on peut lancer des tests unitaires, on va ouvrir une pull request, il y a peut-être quelques tests d'intégration comme ça qui vont se lancer, on va pouvoir faire de la review avec nos collègues, et là, à un moment, il y a un système automatisé appelé CI, comme chez tout le monde, qui va venir lancer une flopée de tests pour vérifier s'il y a régression ou pas sur le produit, pour être sûr qu'on n'a pas cassé la spec du produit, c'est à ça que servent les tests. Et si tout est vert, on peut merger dans main. C'est un workflow, je pense que c'est le même chez tout le monde à 99% du temps. En tout cas, j'espère. Et là, ce que les développeurs nous remontent, c'est qu'en fait, à chaque fois, ils nous le disent, à chaque fois qu'on ouvre une pull request,
et qu'on lance tous les tests, donc là on voit qu'on a 106 jobs qui ont été lancés, chaque job étant une centaine de tests, voire plus, et ben il y a toujours au moins un job qui est en échec. C'est jamais le même, mais c'est toujours au moins un job qui est en échec. Et le développeur, quand il se retrouve devant ça, il est un peu à la croisée des chemins en fait. Soit il se dit je m'en fous, j'ignore l'erreur et j'essaye quand même de merger. Bon, en vrai, il fait pas ça parce qu'il a conscience qu'il y a des millions d'utilisateurs derrière et il veut quand même être sûr de pouvoir se regarder dans le miroir, voire même dans tous les cas avec la sécurité, il peut pas le faire. On peut même mettre en fonction de ses droits, tout ça, c'est même fortement possible qu'il puisse pas venir merger quelque chose s'il y a un test en échec. Donc ce qu'il va faire, c'est la voie de la raison, c'est il va venir aller creuser l'erreur. Il va venir aller regarder pourquoi le test a échoué. Ok, la CI me dit qu'il y a régression, je vais revoir ma copie, je vais essayer de comprendre. Et là, en plus, ça lui prend beaucoup de temps parce que faut bien comprendre, quand on fait des tests de très haut niveau comme ça, le test il va échouer et l'erreur, ça va être cannot pull image. Et pourquoi en fait on n'a vraiment pas pull l'image? C'est pas clair, il faut aller creuser dans les logs du produit, dans les logs système. L'utilisateur, enfin notre utilisateur, donc le développeur, il va perdre une demi-heure, une heure pour se rendre compte que en fait il n'a pas pu puller l'image parce qu'il y a un problème d'écriture disque, parce que c'est un disque virtuel dans le cloud machin. Et en fait ça n'a strictement rien à voir avec son développement. Il est juste effectivement en train d'observer de la flakiness et le test a échoué pour une contrainte liée à l'environnement. Il peut toujours pas merger parce qu'en fait le test est rouge. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il relance le test. Il relance le test, c'est très simple. Il relance le test, il attend 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, en fonction de la durée du job global. Et là, tout est vert, il est content, il peut merger. Alors, premier constat, il a perdu beaucoup de temps. Deuxième constat, il a complètement perverti les tests, parce qu'on lui a dit que c'était régression, et en fait, il n'y croit plus, et en fait, c'est un faux négatif, quelque part. Troisième constat, et ça, on le voit et on ne peut pas le reprocher, c'est qu'il va être dans ce cas et investiguer une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, il n'investigue même plus. Dès qu'un test est rouge, il le relance, et s'il est en échec 6, 7, 8 fois de suite, peut-être que là, il a vraiment cassé quelque chose. Mais c'est comme ça qu'il va commencer à appréhender les tests. Il n'a plus du tout envie de rajouter des nouveaux tests, parce qu'il est déjà ennuyé par les existants. Et donc voilà, ça c'est un vrai problème au niveau de la culture du test. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les développeurs ils sont arrivés en nous disant, à la limite, si ça arrivait une fois, ok, mais ça arrive à chaque pull request. Dès qu'on ouvre une pull request, il y a toujours au moins un test qui échoue, et quand on creuse, ce n'est pas de notre faute. Donc c'est vraiment de la friction, et nous on a voulu travailler sur ça. Donc le pourquoi ça arrive à chaque fois, c'est vraiment une question qu'on a voulu creuser. Donc pour ça, on va faire un peu de stats, un peu de théorie. C'est là que ça va être marrant. Est-ce que quelqu'un connaît ce monsieur? Alors le nom, je suis quasiment sûr que vous le connaissez, le visage probablement pas. Hein. C'est monsieur Bernoulli. Ça vous donne des vieux souvenirs, Bernoulli? C'est la fameuse loi binomiale, c'est les lancers de pièces là. Ça permet de répondre à la question, si je lance 50 pièces, quelle est la probabilité de faire 50 fois pile, par exemple? Et ça, on peut l'appliquer à nos tests. Au lieu de lancer 50 pièces, je peux lancer 50 tests. Et la probabilité de succès de mes tests, je peux la connaître statistiquement. Même si ce n'est pas 100%, je peux la connaître. Ce ne sera pas 50%, j'espère, mais en tout cas, on peut la connaître. Et donc c'est là que ça demande juste une petite minute d'attention. On a fait une petite généralisation, je vais vous lire le graphe, j'espère qu'on peut voir ma souris. Oui. Alors en bas, en fait, en abscisse, on va avoir la probabilité statistique qu'un test passe. Donc au milieu, là où il y a ma souris, c'est genre 99,5%. C'est la probabilité de passer un test. C'est pas déconnant, il y a des systèmes qui ont des SLA à 99,5%. Si vous écrivez des tests qui dépendent de ces systèmes, c'est probable que votre test se trouve à peu près ici, en fait. Et en ordonnée, on va avoir en fait le nombre de tests global dans votre suite. Et en fonction de la couleur, ça va vous donner la probabilité statistique de passer l'intégralité de vos tests du premier coup. Et donc ce qu'on peut se rendre compte, par exemple, c'est que si vous avez des tests qui sont à 99,5 et que vous en avez 1000, vous n'arriverez jamais à la passer du premier coup, parce que c'est bleu. Si vous voulez une CI qui arrive à passer ses tests de manière robuste du premier coup à chaque fois, il faut aller chercher du jaune. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ça tend très vite aux limites. En fait, dans le calcul, dans la formule, on ne le fait pas mathématiquement ici, mais les erreurs s'accumulent, et plus vous avez de tests, plus ça devient compliqué à passer si vous avez la moindre flakiness. À la fin, il vous faut des tests qui tendent vers 1 à 99,9999 pour réussir à les passer de manière statistique. Donc voilà. Donc nous, on s'est dit, cette généralisation, c'est bien, on commence à comprendre pourquoi la moindre flakiness peut nous embêter. Mais ça donne quoi sur Docker Desktop? Docker Desktop, en fait, c'est une application desktop, on supporte nativement plein de plateformes, donc on a une matrice de tests, et donc nos tests, ils explosent un peu de manière combinatoire. Dès qu'on va rajouter un test, en fait, on va le rajouter pour Windows, pour Mac Intel, pour Mac ARM, plusieurs versions de Mac, plusieurs versions de les distributions Linux et tout. En fait, voilà, dès qu'on rajoute un test, ça n'en rajoute pas du tout qu'un seul, ça en rajoute plus. Et donc nous, sur Docker Desktop, on a environ 10 000 tests. Et je parle de tests end-to-end tout en haut de cette pyramide, hein. Je ne parle pas du tout des tests unitaires, là. Donc si on prend un taux statistique de 99,5, qui est un peu pour intuiter le truc, hein, le vrai taux, c'est pas ça, parce que le taux dépend des tests, il y a des tests qui sont plus résilients que d'autres, etc. Mais c'est plus pour avoir une idée.
Si on applique la loi binomiale, quel serait le pourcentage de chance de réussir à passer l'intégralité de cette suite de tests? Bah, ça donne ça. Et ça, on n'arrive même pas vraiment à se rendre compte de ce que c'est, en fait, parce que ça, c'est E-15, E-16. J'avais regardé, c'est pas gagner l'euro million, hein, c'est gagner l'euro million 3 fois de suite. Donc, quand vous ouvrez une pull request, il faut remplir 3 grilles, et il faut gagner les 3 pour réussir à avoir tous les tests qui passent du premier coup. Donc, on commence à comprendre pourquoi ça arrive toujours, et que les développeurs nous disent qu'il y a toujours au moins un test qui échoue à chaque fois. Donc, l'avantage du graphe que je vous ai montré avant, c'est qu'il y a 2 variables, en fait. Il n'y a que la probabilité de passer et le nombre de tests. Donc, on peut se dire, imaginons qu'on fait énormément d'efforts, et qu'on divise, en fait, on multiplie par 5 le taux de succès des tests. Plutôt que 0,5, on fait 0,1. Donc en fait, on rend nos tests beaucoup plus résilients. C'est beaucoup d'efforts, il faut mettre des retries, il faut mettre des fallbacks, il faut faire tout ça pour que le test soit beaucoup plus résilient. Qu'est-ce que ça donnerait? Bon, 0,05. Mathématiquement, on a fait des efforts gigantesques. On a quand même changé de grandeur énorme. Mais l'utilisateur, une CI qui marche toutes les 2000 fois, pour lui, il n'y a rien qui a changé. Il n'a pas vu l'effort, il dit que vous n'avez rien foutu et il n'est toujours pas content. Bon, bah, il n'y a que 2 variables. Hein. Peut-être qu'en fait, en plus de rendre nos tests plus résilients, il faut réduire nos tests. Peut-être qu'on a trop de tests, c'est peut-être juste ça la question. Comme j'expliquais, on fait une matrice de tests. Peut-être qu'il est temps de drop le support pour Mac Intel. Peut-être qu'il est temps de drop le support pour Windows 10. Peut-être qu'en fait, c'est ça, hein, et on va réduire drastiquement notre nombre de tests. Donc imaginons qu'on réduit de 2 tiers nos tests et qu'on les rend aussi toujours plus résilients. Bah, la projection, elle est à 5%. Donc en fait, on a quand même une CI qui va échouer 19 fois sur 20. Donc on n'a rien résolu, et le développeur se plaindra toujours, et il sera toujours obligé au moins de relancer un test à chaque fois. Donc l'enseignement de ça, c'est qu'on aura toujours des flaky tests. En fait, on a beau essayer d'attaquer le problème par n'importe quel bout, on a beaucoup trop de tests pour se dire qu'on les éliminera vraiment. Et c'est là que ça a été très intéressant pour nous, en fait, c'est qu'on a dû prendre un peu de recul pour réfléchir quel était le vrai problème. Alors effectivement, les développeurs se plaignent de quelque chose, qui est la friction liée au workflow, ils doivent relancer des tests, l'analyser, les faux négatifs, tout ça. Quand on analyse ça, on se rend compte que la cause, c'est les flaky tests. Donc la réflexion naturelle, c'est éliminons les flaky tests. Si on n'a plus de flaky tests, on n'aura plus ce problème. C'est le chemin intuitif de base. Bon, on vient d'apprendre qu'on aura toujours des flaky tests. Donc en fait, il faut arrêter cette bataille-là, essayer de se battre contre les flaky tests, ça va être contre-productif, on n'y arrivera jamais, peu importe combien on investit de temps, on aura toujours des flaky tests. Donc du coup, on s'est dit, pourquoi on ne se concentrait pas sur cette friction, essayer de trouver une solution pour vivre avec les flaky tests, en fait. Même si on a des flaky tests, ce qu'on veut, c'est diminuer cette friction utilisateur. Donc qu'est-ce qui fait l'utilisateur? Si on essaye d'automatiser un petit peu ce qu'il fait pour lui faire gagner du temps, bah lui, quand il a un échec, il essaye d'analyser pour savoir si c'est lié à de la flakiness ou pas. Et si c'est lié à de la flakiness, en fait, il relance le test, mais en fait, il ignore l'erreur. C'est ça qu'il fait quand il relance le test. Il se dit juste, cette erreur n'est pas valide, je le relance parce que je pense qu'en fait, c'est un succès. Et le run d'après, très souvent, c'est un succès pour lui, donc il a vraiment raison. Donc nous, notre idée, ça a été plutôt de se dire, ok, essayons de designer un système où on va pouvoir automatiser ça plutôt qu'annihiler les flaky tests, parce qu'on sait qu'on n'y arrivera pas. Donc la solution, elle a été assez simple au début, c'est de se dire, un test, c'est binaire. Un test, quand on le lance, il est soit en succès, soit en échec. Nous, ce qu'on voudrait faire, c'est un truc un peu plus élaboré, où en fait un test, bon, quand il est en succès, très bien. Par contre, un test, quand il échoue, on veut pouvoir répondre, comme le développeur le fait, est-ce que cet échec est lié à de la flakiness ou pas? Est-ce que je sais dire si ce test est connu comme échouant sur telle plateforme de temps en temps avec tel message d'erreur? Enfin, en fait, c'est un peu ce que fait le développeur quand il va aller analyser, quand il va aller creuser. Des fois, il va même aller demander à d'autres équipes parce que c'est peut-être pas son test qui échoue. Est-ce que tu as déjà vu ce test échouer pour cette fin? En fait, il y a toute une base de données de connaissances ici qui permet de répondre à est-ce que c'est lié à de la flakiness ou pas? Et ce qu'on veut, c'est que si c'est lié à de la flakiness, on veut surtout ne pas échouer. Alors peut-être là, le chart montre qu'on va vers succès. Peut-être ce qu'il nous faut, c'est un 3e état. Peut-être qu'on ne veut pas aller vers quelque chose d'aussi binaire. Mais surtout, on ne veut pas échouer, parce que si on échoue, on montre un faux négatif à l'utilisateur, il va perdre du temps, il va creuser, il va relancer le test, il va être frustré, il va perdre confiance dans les tests, tout ce qu'on a expliqué avant. Donc ce qu'on veut surtout, c'est ne pas montrer d'échec. Donc si on reprend cette case un peu nébuleuse, known as flaky, ça implique un peu de la donnée historique, quoi. Si on veut pouvoir savoir si ce test est connu comme étant flaky, tout ça, il faut qu'on collecte de la donnée. Donc ce qu'on a fait chez Docker depuis 3 ans maintenant, en fait, tous les résultats de test de toutes les pull requests, de toutes les branches de Docker Desktop, on balance tout dans un énorme Elasticsearch, enfin OpenSearch, et avec toutes les métadonnées du monde qu'on peut, parce qu'en fait, on ne savait pas réellement ce qu'on avait besoin à l'époque. Et aujourd'hui, on est très bien content de temps en temps de se rendre compte, on peut jouer avec tel méta, machin. Alors pour le coup, Elasticsearch, ça marche bien parce que c'est assez modelable, on peut faire un peu ce qu'on veut.
Et donc on envoie tout dedans. Et au-dessus de ça, au-dessus de cet énorme référentiel de FlakyTest, en fait, clairement, ou de test, il y a tous les succès, les échecs, il y a vraiment tout dedans. On a construit quelque chose en interne qu'on a appelé Skipper. Alors on a bien les petits animaux chez Docker, etc. Ça c'est le logo, mais Skipper, c'est pas de la rocket science, c'est juste des API au-dessus de cet énorme dataset de données. Alors il y a quelques règles métiers, etc., comme j'expliquais, mais franchement, il n'y a vraiment rien de compliqué dans Skipper dedans. Et Skipper, c'est clairement notre réponse à cette case. C'est comment on fait pour que quand un test il échoue, on va pouvoir prendre le message d'erreur, prendre un peu de contexte, des métadatas, et demander à Skipper « Est-ce que tu as déjà vu ce test échouer avec tel message d'erreur dans le passé? Est-ce que c'est lié à de la flakiness ou pas ?» Et Skipper, s'il répond oui, on va pouvoir éviter l'échec. Si par contre Skipper ne sait pas, a le moindre doute ou n'a jamais vu cette erreur, là c'est probablement une vraie régression. Là on veut montrer à l'utilisateur et on veut lui demander d'aller creuser. Mais notre but, c'est vraiment d'annihiler la friction utilisateur. Et en fait, c'est ce qu'il faisait un peu déjà. Quelque part, lui, il investiguait l'erreur, il passait du temps, il creusait, il allait demander aux gens, et à la fin, il relançait le test. Donc, quelque part, pourquoi vraiment lui faire perdre du temps? Et donc, une fois qu'on a mis Skipper en place, on l'a intégré dans notre framework de test, et l'utilisateur, maintenant, ce qu'il voit, c'est ça. Quand il va lancer tous ses tests, là, typiquement, il voit un run où tout a été vert, et on lui dit que sur un job, il y a un test qui a été ignoré de manière automatique. Mais là, il a perdu. Enfin, il est super content, le développeur. En fait, il se dit tant mieux. Ça, à l'époque, j'aurais perdu 1 heure pour faire ça manuellement. Maintenant, grâce à Skipper, ça lui permet tout de suite de gagner du temps. Donc, on a complètement annihilé cette friction. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on a gagné en faisant ça, en fait? Ok, on a réglé le problème de l'utilisateur, mais globalement, quelles sont les métriques, quels sont les KPI qui montrent qu'on a vraiment amélioré la situation? Et ces KPI, elles sont assez évidentes. On les utilise souvent pour se faire mousser auprès de la direction. Mais à partir du moment où, en fait, on permet de merger des choses en échec, c'est bien évident qu'on va plus vite, c'est bien évident qu'on évite de relancer des tests, enfin, on s'en doutait un petit peu. Donc pour comprendre les ordres de grandeur, tous les mois, il y a plus de 300 pull requests maintenant qu'on arrive à faire passer la suite de tests du premier coup grâce à Skipper. Ça veut dire que s'il n'y avait pas Skipper, il y aurait eu au moins un test qui échouerait à chaque fois. Donc ça, en fait, c'est des tests qui n'ont pas à être investigués manuellement par les développeurs et perdre du temps comme dans la situation initiale. Vu que le développeur n'a pas besoin de relancer des tests, c'est aussi 1 an de compute qu'on ne gaspille pas tous les mois. Donc c'est quand même aussi énorme en termes d'argent, pas qu'en termes de temps utilisateur, en termes d'argent, c'est aussi énormément de compute. Vous vous doutez bien que chez nous, quand on lance les tests, c'est tentaculaire, on utilise je ne sais pas combien de machines en même temps, donc ça permet en fait aussi d'éviter ça et de consommer beaucoup moins de ressources. Et en termes de temps développeur global, on estime à environ 100 heures le temps qui n'est pas perdu à devoir faire des investigations, à devoir relancer des tests, à faire du context switch pour revenir dessus ensuite. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on a fait gagner à l'utilisateur. Encore une fois, ça, on n'avait pas les ordres de grandeur en tête, mais on s'en doutait. On se doutait bien qu'on allait émerger plus rapidement, on se doutait bien qu'on n'allait pas gaspiller du compute, tout ça. Non, la vraie question, et là où ça a été un vrai défi, c'est au niveau de la qualité produit. À partir du moment où on se permet de merger des choses en échec, est-ce qu'on n'est pas en fait en train de dégrader le produit sur la durée? C'est quand même très... On est sur une ligne de crête où il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. Donc ça, c'est un de nos indicateurs de qualité, c'est l'intégralité de la suite de tests et la stabilité de cette... Donc là, il n'y a pas de notion de flakiness ou pas, c'est ça passe pas. Et on voit en fait que depuis 2 ans ou 3 ans, là, on n'est pas sur une pente descendante. On oscille entre 2 bornes qui sont toujours très satisfaisantes pour nous. On n'est pas inquiété du tout par la qualité globale, voire même on est au plus haut aujourd'hui qu'on n'a jamais été. Et ça s'explique assez bien parce qu'en fait, les développeurs aujourd'hui, on a juste réduit le bruit. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrêtent de passer du temps à fixer de la flakiness, ils passent leur temps à fixer des vrais bugs, à fixer des vraies régressions, à écrire de la vraie feature. Et donc ça, on leur a vraiment enlevé une épine du pied là-dessus. Donc il ne me reste plus qu'une dernière slide qui est un petit peu plus philosophique. Alors évidemment, si vous avez des problèmes de flakiness, je serais ravi que vous utilisiez les solutions qu'on a développées, que vous en inspirez et tout ça. Mais ce que j'aimerais plutôt que vous reteniez, c'est cet aspect de prendre un peu de recul et de réfléchir sur le problème sur lequel vous êtes en train de travailler. C'est les mêmes réflexions que les gens qui vont vous dire « Ah, vous avez une régression, c'est parce que vous n'avez pas 100% de coverage. » Oui, ok, effectivement. Peut-être que si vous avez 100% de coverage, vous catcherez toutes les régressions. Par contre, est-ce que cet objectif est atteignable? Est-ce que vraiment ça vaut le coup d'aller vers ça? Et est-ce qu'en fait, il ne faut pas juste essayer de tacler le problème ou de trouver une solution qui vous permette de vivre malgré le fait que vous n'avez pas ce coverage, malgré le fait que vous avez des flaky tests? Et nous, on a réussi à avoir un impact énorme sur les développeurs à partir du moment où on a choisi la bonne bataille, en fait, clairement. Parce que la bataille des flaky tests, elle n'était pas gagnable. Et donc, quand on s'est concentré vraiment sur l'automatisation et améliorer le workflow, malgré la présence des flaky tests, c'est là qu'on a eu énormément d'impact. Donc c'est vraiment ce genre d'aspect que j'aimerais que vous reteniez, plutôt que la solution technique, qui du coup ici n'est pas vraiment expliquée, parce que pour moi, ce n'est pas forcément l'intérêt de cette présentation. Il y a le lien pour les slides si ça vous intéresse, il y a le lien pour les feedbacks, et je suis là si vous avez des questions en dehors, parce qu'on n'a pas vraiment le temps ici. Mais voilà.